Bonjour, je tenais tout d'abord à vous remercier d'être présent avec nous aujourd'hui. Je suis Aymen Ali Belkacem, account exécutif chez Platform One et en charge du développement commercial en Europe. Nous sommes ensemble pour environ 30 minutes pour ce webinaire récapitulant les tendances CX 2023. Je suis bien sûr accompagné de Amélie Debrem, notre directrice générale Europe, et Mathieu Perrin, notre directeur commercial, à qui je vais laisser la parole en premier. Mais juste avant, je voudrais juste vous préciser qu'après l'intervention, il y aura bien sûr une session de Q&A lors de laquelle vous pourrez poser toutes vos questions. Merci Amen. Bonjour, je suis Mathieu Perrin en charge du développement chez Platform One. Je suis ravi de passer ce moment avec vous. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler d'économie en général et puis mettre l'accent sur les tendances omnicanales actuelles. Ensuite, aborder les sujets du métaverse et du Web 3.0. Nous évoquerons aussi certaines pressions sociétales que toutes les personnes impliquées dans l'expérience client doivent prendre en compte aujourd'hui. Et enfin, nous terminerons par quelques recommandations et des questions-réponses. Économie stupide, qui veut dire tout tourne autour de l'économie idiot, c'est la phrase de James Carville, le conseiller de Bill Clinton, qu'il a dite en 1992. Donc pour la plupart des gens, la plupart du temps, l'argent est quand même une chose extrêmement cruciale dans leur vie. Ça façonne leurs choix, leurs options, et c'est vrai maintenant comme c'était vrai en 92. Donc voilà, il faut se concentrer sur l'argent et l'économie. C'est ce qui compte et c'est ce que cette phrase veut dire. Cette année, comme l'année précédente, le facteur prépondérant influent sur l'économie, c'est l'inflation et tous les impacts qu'elle peut avoir. L'inflation change le comportement des gens. Ils achèteront moins certaines choses, ils changeront d'endroit pour les acheter, ils feront des choses légèrement différentes et nous devons nous assurer que nous intégrons cela dans nos programmes CX. Concernant le score NPS, en période d'inflation, lorsque d'autres personnes que vous connaissez sont en difficulté, vous pourriez être moins susceptible de faire une recommandation pour quelque chose qui coûte cher et vous pourriez recommander plus volontiers quelque chose qui est moins cher que d'autres personnes peuvent se permettre d'acheter. Ainsi, les scores NPS peuvent varier à la hausse ou à la baisse à cause du contexte économique, pas forcément à cause du service que vous offrez. Il est également important de se rappeler, et nous le voyons étude après étude, qu'environ un quart des personnes dans la plupart des économies occidentales sont relativement peu touchées par l'inflation. Peut-être que ces personnes ont un salaire indexé, ou peut-être qu'elles ont une pension indexée, ou peut-être simplement qu'elles ont assez d'argent. Il convient donc de vous assurer de continuer à offrir à ces gens les services qu'ils veulent. Ne pensez pas que vous devez négliger les offres premium ou diminuer les prix, évidemment, et ne vous sentez pas obligé de retirer tous ces articles vraiment luxueux de la liste, car ces personnes veulent toujours acheter ces produits et ces services. Dans ce type de période, il faut d'abord privilégier l'empathie, puis l'efficacité et enfin l'argent pour augmenter la valeur de votre activité à long terme. Donc dans cet ordre-là, hein, l'empathie en premier. Depuis de nombreuses années, nous parlons de lifetime value. Nous regardons la valeur d'un client et nous demandons quelle valeur il va pouvoir nous apporter dans les 5, 10, 20 prochaines années. Donc ainsi, plutôt que de simplement considérer les clients sur des achats court terme, mais peu importants, nous examinons la valeur à vie du client et nous devons le traiter correctement en période d'inflation, donc dans une période difficile. Privilégier l'empathie signifie d'abord que peut-être cette année, vous ne gagnerez pas autant d'argent avec vos clients, mais qu'à long terme, vous gagnerez plus, car ils deviendront plus fidèles s'ils savent que vous les avez aidés quand ils avaient besoin d'aide. Et vous devez vous concentrer aussi sur des analyses plus globales, des thèmes, pas uniquement du cas par cas. Donc souvenez-vous que lorsque vous lancez un programme CX, vous ne parlez qu'à une petite minorité de tous les clients. Ce n'est pas suffisant pour résoudre leurs problèmes, et nous devons commencer à examiner l'ensemble de la clientèle et nous demander combien de personnes éprouvent des difficultés dans cette économie. Combien de personnes n'ont pas de problème et sont donc toujours à la recherche d'options haut de gamme. Comment les gens veulent-ils payer? Nous devons faire des analyses du type segmentation afin de comprendre l'ensemble de la clientèle. Et pour ce faire, nous ne devons pas nous concentrer sur le cas par cas, nous devons utiliser les cas observés dans les programmes CX comme une clé d'entrée à la réflexion générale, la réflexion thématique, afin de comprendre le client au sens large. Alors, maintenant, l'omnicanal, ce n'est pas un mot très joli, mais c'est un phénomène vraiment important.
Ce que nous observons à l'heure actuelle et le challenge de nombreuses entreprises, c'est le passage du multicanal à l'omnicanal, avec au préalable les prémices du multicanal avec les entreprises click and mortar. Dorénavant, les gens veulent que tout soit très fluide, tout se passe d'une manière très simple afin qu'ils puissent comprendre ce qu'ils voient, ce qu'ils obtiennent et comment ça va fonctionner pour eux. Nous avons aussi ce mot terrible, phygital, qui est la combinaison du physique et du numérique, reconnaissant que les 2/3 des expériences d'achat commencent en ligne. Éviter le séparé mais égal, qui était une expression assez terrible utilisée lors de la ségrégation raciale, et qu'on considère que des installations séparées mais similaires n'étaient pas de la ségrégation. Dieu merci, cela a disparu. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il faut surtout pas lister les différents services en ligne, dans le métaverse, dans l'espace physique, dans la livraison postale, en click and collect, mais qui seront tous aussi bons les uns que les autres. Il doit s'agir d'un concept unique de la façon dont vous travaillez avec vos clients. Ça doit être fluide et homogène pendant tout le processus. Vous voulez bien sûr vous concentrer sur l'ensemble de l'expérience, pas seulement sur certaines parties. Alors, la Ford Edsel, elle a été créée justement en regardant les différentes choses que les gens voulaient, le meilleur radiateur, le meilleur capot, le meilleur coffre, les meilleures roues, etc. Et en fait, elle a eu très peu de succès parce que certes, chaque pièce était la meilleure pièce existante, mais c'était pas la bonne combinaison. Vous ne pouvez pas simplement prendre le meilleur de tout et le mettre ensemble et supposer que c'est le meilleur produit, parce que vous devez regarder les choses dans leur ensemble, pas seulement des cas spécifiques. Donc, comment combinons-nous ces informations? Nous produisons des services ou nous produisons des produits que les gens veulent vraiment, et donc on va travailler de la meilleure façon qui soit et pour répondre à leurs besoins. Alors, nous allons maintenant parler du métaverse et du Web 3.0 ou Web 3. Concernant le métaverse, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des casques de réalité virtuelle partout. Nous allons continuer à avoir une certaine croissance dans la vente des casques de réalité virtuelle et leur utilisation, mais ça va rester un petit créneau en termes de population et un petit créneau en termes de nombre d'heures par jour pendant lesquelles les gens utiliseront ces casques. Donc ces casques, c'est un petit peu le symbole, hein, l'enfant modèle de toutes les choses du métaverse, mais ça ne sera pas si démocratisé que ça si rapidement. Le Web 3.0 concerne vraiment le web décentralisé et démocratisé. Les gens étant capables de contrôler les choses eux-mêmes, de pouvoir travailler avec les données elles-mêmes. Et donc, on voit beaucoup d'exemples à la fois dans le contexte du métaverse et avec le Web 3, le Web 3.0 pour les médias. Les médias augmentés, par exemple, sont un bon exemple où en plus du support tangible, vous pouvez avoir des informations supplémentaires hein, en scannant les pages d'un journal, par exemple. Ils combinent le physique et le numérique. Et il ne faut pas essayer de catégoriser le métaverse comme une sorte de réalité virtuelle ou de catégoriser le Web 3.0 comme une blockchain. Il faut les considérer comme finalement la prochaine génération d'Internet mobile, intelligent et interconnecté. Et là, vous êtes plus proche de la vérité. Donc l'une des choses intéressantes aussi qui se passe depuis un peu plus d'un mois maintenant, un mois et demi même, c'est ChatGPT, donc avec une croissance massive du nombre d'utilisateurs, un énorme intérêt pour ce logiciel. Ce qui est important, c'est que c'est le premier qui a percé, mais il y en aura beaucoup d'autres similaires dans les prochains mois. Il va d'ailleurs y avoir une nouvelle version de ChatGPT qui va sortir bientôt. On verra ce que ça donne. Avec ce type de logiciel, ce qui va s'estomper, c'est la différence entre le libre service et le service, et le full service, on va dire. Parce qu'en fait, lorsque vous parlez à un appareil intelligent comme ChatGPT, c'est très différent du libre service traditionnel. Ça ressemble beaucoup plus à une conversation avec un vendeur ou avec un centre de contact au téléphone. Donc, ce libre service, par rapport au service normal, va être flou à mesure que nous commençons à avoir de plus en plus d'IA conversationnelle. On va voir vraiment la différence entre du service normal et du conversationnel intelligence artificielle. Et justement, l'IA conversationnelle, l'intelligence artificielle conversationnelle, c'est un élément clé de Metaverse et du Web 3. Donc encore une fois, il faut se concentrer sur
vraiment la vision d'ensemble, pas le cas par cas. Donc vous allez pouvoir examiner les différentes choses que les gens font, rassembler ces informations en thèmes et déterminer comment l'ensemble de la clientèle peut être contactée afin de faire avancer les choses. Vos programmes CX expérience client devront collecter des données à partir de ces nouvelles expériences améliorées. Et si vous avez des magasins dans le métaverse, vous devez y faire de l'expérience client de manière cohérente en fait avec celle que vous faites dans vos magasins physiques et vos magasins en ligne. Donc tout ça doit être mêlé et nous allons voir de plus en plus d'outils comme ChatGPT utilisés dans le processus de collecte de données. Ainsi, nous allons avoir besoin du métaverse et du Web 3.0 pour livrer et démocratiser les résultats et l'information et s'assurer que la bonne information va aux bonnes personnes dans la bonne direction afin qu'elles puissent mieux accéder à cette information. Tout cela est le challenge auquel il va falloir faire face avec ces nouvelles technologies. Donc, je vais vous parler de 3 changements sociétaux qui ont un impact en 2023. C'est des changements qui ont déjà eu un grand impact auparavant. C'est vraiment rare hein, qu'on ait des tendances qui soient toutes nouvelles d'une année sur l'autre. C'est plus une question d'accentuation. Donc, on va avoir 3 tendances qui existent déjà, mais qui peuvent être vraiment importantes en 2023. Et puis, je vais aussi vous parler de l'écart CEDU, qui est l'écart entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, et qui va être aussi très important dans ce contexte. Donc, le premier des changements sociétaux dont je vais parler concerne les catastrophes climatiques globales. On a de plus en plus d'études comme celle-ci présentée du Pew Research Center qui montrent que le changement climatique global est considéré comme l'une des menaces les plus importantes. C'est même souvent la chose la plus importante pour les citoyens et les clients. Donc, ils veulent voir que des choses se passent, qu'il y a des actions qui sont mises en place pour lutter contre ce phénomène. Et d'autant plus qu'on a vu une augmentation des dommages et des problèmes météorologiques liés au climat au cours des 3 ou 4 dernières années, et ça va sans doute s'empirer encore. Donc, dans le cadre de l'expérience client, c'est aussi évidemment une préoccupation globale croissante. On assiste à une évolution vers des biens plus durables, donc par exemple plus de véhicules électriques, un détournement du plastique, mais il y a aussi plein d'incohérences. On constate que certains domaines sont très encadrés légalement, que certains domaines bénéficient de beaucoup plus d'actions des clients, que d'autres semblent pour le coup ne pas être aussi concernés. Mais il y a aussi des marques qui font vraiment des choses intéressantes. Et une qu'on peut citer, c'est la société de blockchain ou chaîne de blocs Ethereum, qui a fait l'an dernier, en 2022, un changement de leur méthode de travail pour la blockchain en passant de la preuve d'enjeu, proof of stake, à la preuve de travail, proof of work. Et ce changement, ça a permis de réduire la consommation d'énergie pour l'entreprise de l'équivalent de la quantité totale d'énergie utilisée par l'Autriche ou l'Irlande. Alors, bien sûr, c'est une excellente nouvelle côté financier pour Ethereum, mais aussi, évidemment, c'est une fantastique nouvelle pour la planète. Donc, on a des entreprises qui cherchent à faire des choses de manière différente pour adresser ce challenge. Par ailleurs, en nous éloignant des énergies fossiles, donc du pétrole, du charbon, du gaz, on sait qu'il va y avoir des répercussions majeures sur les banques, les institutions, etc. Et on en revient là à l'économie stupide. On ne peut pas adresser la catastrophe climatique sans avoir des répercussions imprévues sur les gens et leur argent. Et puis, il faudra aussi s'attendre à un ensemble de nouvelles lois gouvernementales, de nouveaux règlements, qui parfois vont adresser des grandes choses ou parfois adresser vraiment des micro-choses, comme par exemple l'interdiction des pailles en plastique. Donc, dans la mesure du possible, il faut que nos marques et nos entreprises travaillent vraiment avec ces éléments en tête et en anticipation de ces éléments. Alors, quelles implications pour les programmes CX? Il va falloir vraiment comprendre ce que les gens veulent et ce qu'ils perçoivent de vous et de ce que vous leur offrez. C'est vraiment facile pour les entreprises de dire ce qu'elles font.
Parce que peut-être que les clients ne savent pas ce que vous faites, que vous avez cette action, que vous avez cet engagement, ou pire, vos clients peuvent savoir ce que vous faites, mais trouvent que c'est pas suffisant, ou ils trouvent que c'est pas la chose que vous devriez faire. Et c'est là qu'on voit aussi des expressions comme le greenwashing qui arrive. Vous pouvez penser que vous faites quelque chose vraiment de manière de très vert, mais vos clients trouvent que c'est du greenwashing. Donc c'est primordial de vraiment écouter ce que les clients disent concernant les marques, et aussi concernant ce qu'ils veulent et ce qu'ils croient. Le deuxième changement sociétal dont je vais vous parler, c'est la diversité, l'équité et l'inclusion, la DEI. C'est un sujet qui est vraiment très très variable d'un pays à l'autre. Vous ne pouvez pas prendre le modèle américain de DEI et l'appliquer à la France. Vous ne pouvez pas prendre le modèle australien et l'appliquer au Japon. Il faut vraiment avoir un point de vue local. Même si la direction prend le sujet globalement la même dans tous les pays, l'histoire est différente, les priorités sont différentes et le niveau de changement est différent. Sur ce sujet, c'est la Gen Z qui est le fer de lance du changement, en particulier dans les domaines du genre. Et il faut bien avoir en tête que les grands thèmes de la DEI sont perçus très différemment par les divers clients. Et si on prend l'exemple évident des cohortes, on a la génération Z qui pourrait vouloir vraiment quelque chose, alors que les baby boomers, eux, préféraient que ça n'arrive pas, ils n'aiment pas du tout ça. Donc c'est un dilemme pour les marques. Est-ce qu'elles veulent faire plaisir à la Gen Z et se détourner des baby boomers, ou au contraire, est-ce qu'elles veulent plaire aux baby boomers et pas être attractives pour la Gen Z, ou alors est-ce qu'il y a une possibilité qui existe à mi-chemin de plaire à ces deux cohortes? Et puis là, on prend en plus un exemple facile où on peut voir très clairement des différences entre ces deux groupes, mais aussi au sein de la Gen Z et des baby boomers, il y a des différences. Dans chacun de ces groupes d'âge, il y aura des membres de la Gen Z, par exemple, qui ne seront pas très orientés vers la DEI, et alors qu'au contraire, certains seront extrêmement orientés vers celle-ci, et ce sera vraiment une priorité pour eux. Et de la même façon, il y aura sûrement des baby boomers qui auront la diversité, l'équité et l'inclusion vraiment à cœur. Donc c'est primordial d'être conscient qu'il y a des différences qui existent. Et donc, pour les programmes d'expérience client, ça veut dire qu'il faut comprendre ce que les gens veulent et ce qu'ils pensent que vous leur offrez, à l'instar de ce qu'on disait tout à l'heure sur les catastrophes climatiques. Il faut vraiment avoir cette compréhension de ce que les gens veulent et de la compréhension qu'ils ont de votre marque. Enfin, le dernier changement sociétal dont je souhaitais parler concerne la sécurité des données. En 2022, on a pu observer certaines des pires violations de données de tous les temps. Et puis, ce qu'on voit, c'est que les cyberattaques sont de plus en plus grosses et de plus en plus fréquentes. On peut citer par exemple la violation des données d'Opus Australie, au cours de laquelle les dossiers médicaux de 11 millions de personnes ont été consultés, ou encore les 5,5 millions d'utilisateurs de Twitter qui se sont fait voler leurs données, ou encore le service de prêt étudiant Neltel qui a divulgué 2,5 millions de numéros de sécurité sociale. Donc il y a beaucoup de ces violations de données qui mettent en plus les entreprises dans des situations plus qu'embarrassantes. Elles entraînent aussi des difficultés évidemment pour les gens, et ça va probablement empirer. En parallèle, on a aussi des marques qui veulent pourtant une image intégrée à 360 degrés de tous leurs clients, mais la difficulté, c'est que les clients pourraient commencer à se rebeller vraiment si ces fuites continuent. Les gens peuvent être réticents à partager leurs données. Les impacts sur sa réputation quand on a été piraté vont être de plus en plus importants à l'avenir. Donc, dans ce contexte, c'est vraiment important que les programmes CX soient sécurisés, mais aussi qu'ils soient évidemment perçus comme sécurisés par les clients. Je voudrais maintenant donc parler du fossé entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, the say-do gap.
Donc, une étude britannique montre que 66% des 18-25 ans disent qu'ils prennent déjà des mesures pour être plus respectueux de l'environnement grâce aux produits et services qu'ils achètent. Mais en même temps, on a 90% qui déclarent qu'ils achèteraient principalement en se basant sur le prix. Et puis, plus ou moins en même temps, une autre étude Mintel qui montre aussi que près de 90% des gens achètent sur Amazon, la plupart d'entre eux visitant le retailer au moins une fois par mois. Et tout ça alors même qu'Amazon a reçu des commentaires épouvantables sur ses politiques d'emploi, paie peu d'impôts et a un niveau d'utilisation de certains services qui sont nuisibles à l'environnement, comme Internet qui est élevé. Donc, les gens disent d'un côté qu'ils veulent protéger Internet, mais sont aussi, en parallèle de gros utilisateurs d'Amazon. Donc on a cette différence finalement entre ce que les gens disent et ce qu'ils font dans certains cas. Et en général, c'est pas que les gens mentent, mais c'est plutôt qu'ils ne comprennent pas vraiment leur propre structure de préférence et qui peuvent donc sous-estimer d'autres facteurs. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, dans nos programmes d'expérience client? Ça veut dire qu'il faut impérativement utiliser des approches qualitatives, des études d'observation, d'analyse de driver pour creuser plus profondément et identifier les vrais thèmes. Pas seulement ce que les gens disent, mais qu'est-ce qui les pousse à agir de manière différente. Donc pour terminer, quelques recommandations sur la façon dont vous pourriez fonctionner en 2023. Donc la première chose, c'est d'éviter les moyennes. Vos clients ne veulent pas tous la même chose, leurs expériences humaines sont différentes évidemment. Dans un monde parfait, on aimerait bien traiter chaque client de manière unique et à l'avenir, on le fera probablement en utilisant l'intelligence artificielle conversationnelle, etc. Mais pour le moment, il faut identifier des groupes et des thèmes parmi les clients afin de leur offrir ce qu'il faut et éviter les moyennes. Deuxième point, garder en tête l'inflation. Le coût des ressources qu'on utilise va continuer d'augmenter. On va devoir continuer à demander à nos clients de payer plus. Donc il faut intégrer ça à l'ensemble du process. On doit créer vraiment des expériences omnicanales, transparentes et sans friction. Il faut qu'il y ait un système de mesure unifié et pas différents programmes CX, un pour le magasin, un pour le click and collect, un pour les achats en ligne, etc. Il faut que ce soit vraiment uniformisé. Autre point, commencer à explorer le métaverse et le web. La différence entre le service et le libre service va s'estomper. Ça va pas forcément faire, la majorité va pas forcément s'en servir en 2023 et ça va pas forcément faire une différence, mais apprendre à l'utiliser en 2023 pourrait faire une énorme différence en 2024 ou 2025. Et puis pour terminer, je vais vous parler de cette idée que j'ai mentionnée donc à plusieurs reprises. Il faut prendre en compte les thèmes et pas les cas. Il faut essayer non seulement de résoudre les problèmes de la poignée de clients avec qui on a fait une étude et qui ont un problème, qui nous en ont parlé. Oui, il faut le régler, mais il faut aussi identifier les thèmes pour lesquels toutes les personnes à qui on n'a pas parlé pourraient obtenir un meilleur service. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et nous avons hâte de répondre à vos questions. Merci.